Le journal de 7h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les agriculteurs ne décolèrent pas après la censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi du plomb. Plus encore, ils se mobilisent contre ce qu'ils estiment être, Jean-Baptiste Marty, des règles contraignantes et de la concurrence déloyale avec les autres pays européens. Et notamment l'interdiction de l'acétamipride dans leurs exploitations. Ce produit phytosanitaire, un néonicotinoïde désormais interdit d'usage en France mais autorisé par la majorité des pays européens et qui sont donc présents dans les produits étrangers vendus dans les supermarchés en France. Une aberration pour Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Les agriculteurs n'auront pas d'égalité avec les autres pays, non seulement sur les néocotinoïdes, mais sur bien d'autres produits, puisque à chaque produit, l'ANSES, l'Office français du contrôle des produits phytosanitaires, pourra donner son mot s'il n'est pas d'accord avec d'autres pays. Donc nous, on appelle ça du gros foutage de gueule. C'est pourquoi, à partir de vendredi prochain, début de la foire de Châlons, lui et son syndicat appellent à des actions coup de poing. On va aller inspecter les produits qui sont dans les supermarchés. On va montrer aux consommateurs qu'on est avec eux, pour qu'ils puissent consommer français et que si ils consomment pas français, au moins qu'ils soient au courant. Les agriculteurs entendent se mobiliser plusieurs semaines, au moins jusqu'au 18 septembre, date de la fin du Salon de l'animal en Bretagne. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Le bureau ovale va devoir s'agrandir cet après-midi. Volodymyr Zelensky, qui est arrivé ce matin à Washington, s'entretiendra avec Donald Trump, accompagné des alliés européens de Kiev, dont Emmanuel Macron, qui dit vouloir marteler Alexis de la Fontaine un message d'exigence vis-à-vis de la Russie. Oui, pas de négociations sur l'Europe sans les Européens, affirme Emmanuel Macron, qui souhaite participer aux prochaines discussions avec Vladimir Poutine. Selon le chef de l'État, le temps de la négociation diplomatique est venu et il compte bien marteler ses trois objectifs à Donald Trump. Le premier, c'est de rappeler ce qui unit l'Ukraine, les Européens, les États-Unis d'Amérique. Nous voulons la paix. Le deuxième, de pouvoir ici rappeler qu'il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. La troisième chose, c'est de faire le lien entre toute question territoriale et les garanties de sécurité. La question de la souveraineté territoriale ukrainienne reste indiscutable selon Emmanuel Macron, qui salue tout de même des avancées importantes pour aboutir à une paix durable, même si le chef de l'État reste encore très méfiant vis-à-vis de Vladimir Poutine. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix ? Oui. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix ? La réponse est non. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Mais Emmanuel Macron se dit quand même à nouveau disponible pour échanger par téléphone avec le président russe. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et Emmanuel Macron a bel et bien la conviction de devoir entrer dans une nouvelle phase diplomatique, à la fois pour accompagner Volodymyr Zelensky, mais aussi pour défendre les intérêts des Européens, les Européens qui font bloc derrière Kiev. En plus d'Emmanuel Macron, les chefs de la Commission européenne et de l'OTAN, le chancelier allemand, la première ministre italienne ou encore le premier ministre britannique font le déplacement cet après-midi à Washington. Alors comment justement les Américains perçoivent, Rémi Amalvi, cette venue massive de dirigeants européens? Outre-Atlantique, comme d'habitude, deux camps s'affrontent. Pour les démocrates, la venue des Européens est vue comme nécessaire pour assurer les intérêts de l'Ukraine, notamment face à un Donald Trump qui se rapproche à nouveau un peu trop à leurs yeux de Vladimir Poutine. Côté presse, le Washington Post salue par exemple l'acte de solidarité des Européens quand le Time Magazine parle d'une coalition nécessaire pour soutenir les intérêts de Kiev et contrer la pression que pourrait exercer Donald Trump, comme lors de leur première rencontre fin février. Le président américain préfère éviter toute polémique. Il a qualifié la réunion d'aujourd'hui de grand honneur. Et sur la chaîne CBS, son secrétaire d'État Marco Rubio a qualifié de ridicule l'idée selon laquelle les Européens seraient là pour protéger le président ukrainien. Nous les avons invités, ils viennent parce qu'ils sont censés venir, s'est-il agacé face aux journalistes. Dans le camp républicain, justement, les avis sont partagés. Ceux qui voient la Russie comme un adversaire se félicitent d'une possible nouvelle collaboration avec l'Ukraine et les Européens, quand les MAGA, les soutiens de Donald Trump, se méfient d'un rapprochement avec Kiev qui, selon eux, pourrait coûter cher aux États-Unis, à la fois économiquement s'il faut armer les Ukrainiens et diplomatiquement si cela signifie un nouveau refroidissement des relations avec Moscou.
Rémi Amelvi, correspondant Europe 1 à New York, et Donald Trump estime ce matin que la balle est dans le camp des Ukrainiens. Volodymyr Zelensky peut mettre fin presque immédiatement à la guerre ou bien continuer à combattre, ce sont ses mots. Ce à quoi le principal intéressé répond vouloir mettre fin à la guerre rapidement, mais avec une paix durable, ce qui semble pour l'heure être exclu. Une nouvelle frappe de drone russe a fait cette nuit 3 morts et 17 blessés à Kharkiv. Il est 7h36, vous écoutez Europe 1 matin. En France, 2 églises ont été vandalisées samedi en Seine-Saint-Denis, celle de Saint-Marthe des 4 Chemins à Pantin et l'église Saint-Yves de la Courneuve. Des statues ont été renversées, du mobilier abîmé, des affiches déchirées. Le suspect qui menaçait avec un couteau fidèle et policier n'a été interpellé. Aucun blessé n'est à déplorer. Le gigantesque incendie de l'Aude, qui a déjà ravagé 16 000 hectares de végétation dans le massif des Corbières, ne sera pas éteint avant plusieurs jours. Les pompiers s'attaquent toujours à des reprises de feu et le département a été placé hier pour la première fois depuis 2016 en risque extrême d'incendie. Si l'épisode de canicule touche à sa fin, 7 départements du Sud restent toujours placés en vigilance orange. L'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse. Les maximales atteindront encore 35 degrés localement, notamment à Nîmes et Narbonne. Dès demain, une perturbation orageuse apportera une baisse plus nette des températures. Une voiture autonome à bas prix, c'est le nouveau projet de Volkswagen et de Bosch. Le constructeur et l'équipementier devraient finaliser d'ici l'an prochain leur technologie qui concernera des modèles d'entrée de gamme. De quoi démocratiser, Aurélien Fleureau, le fait de lâcher sur certaines routes et à des moments bien précis son volant. La production va démarrer dans moins d'un an et l'arrivée sur les routes est programmée pour 2027. Volkswagen, en collaboration avec l'équipementier Bosch, est en train de finaliser une pile logicielle grâce à l'intelligence artificielle qui permettra de proposer cette innovation pour des modèles comme la future citadine électrique, l'ID1, qui est attendue sous la barre des 20 000 €. L'objectif est donc de cibler des millions de conducteurs dans une période où le marché du neuf est en baisse continue depuis 3 ans. Arnaud Aimé, expert automobile au cabinet SIA. L'enjeu de l'autonomie pour les constructeurs, c'est pouvoir se différencier vis-à-vis des consommateurs. C'est plutôt l'autonomie dite de niveau 3 qu'ambitionne Volkswagen avec Bosch aujourd'hui, où la conduite autonome serait suffisamment performante pour lâcher le volant, mais en gardant quand même un œil sur la route pour pouvoir reprendre la main rapidement. Bien sûr, ce sera un plus pour l'automobiliste. BMW, Stellantis, Hyundai, Volvo et bien sûr Tesla font partie des constructeurs les plus avancés sur la conduite autonome. Volkswagen essaiera donc d'avoir un temps d'avance en la proposant au plus grand nombre. Le constructeur allemand estime que 75% de ses voitures neuves en seront équipées en 2030. Aurélien Fleureau pour Europe 1. C'est sans doute l'une des conséquences des Jeux Olympiques ou bien l'effet Emily in Paris. En tout cas, la capitale enregistre depuis le début de l'année une hausse de sa fréquentation touristique, plus de 5 à 6% par rapport à 2024. Et si pour de nombreux étrangers, voir Paris, c'est parfois le rêve d'une vie, eh bien, il se révèle de plus en plus décevant. Entre les déjections canines, les mégots de cigarettes et autres détritus, la capitale n'est plus vraiment fidèle à sa carte postale. Reportage Europe 1 de Laura Legault. À Montmartre, la beauté de la basilique du Sacré-Cœur contraste avec les déchets qui jonchent les rues. Il y a qu'à regarder autour de nous, il y a des papiers, il y a des mégots, il y a plein de cochonneries par terre. Patrick, originaire de Limoges, est frappé par la saleté de certains quartiers de la capitale. La mairie n'en fait pas assez, selon lui, pour nettoyer la chaussée. Des fois, un déchet à jeter, je ne trouve pas forcément rapidement une poubelle. Ça, c'est peut-être une chose à améliorer. Des détritus au sol et dans certaines stations de métro, des odeurs d'urine. Carla, venue du Mexique, garde un mauvais souvenir de son arrivée à Gare du Nord. On est arrivé à la gare et c'était un endroit très fréquenté avec beaucoup de déchets. Ce qui nous a surpris, c'est que pour une ville européenne, on s'attendait à ce que Paris soit plus propre. Par exemple, on vient de visiter Londres et c'était vraiment plus propre. La mère de famille pointe du doigt le manque de civisme des gens et elle insiste, elle ne recommandera pas Paris comme destination de voyage à ses proches. Laura Legault pour Europe 1. C'est Paris que le créateur Rick Owens a choisi pour créer une impressionnante rétrospective. L'homme que certains considèrent comme designer, d'autres comme architecte, sculpteur ou même philosophe présente le travail d'une vie. Et c'est Sébastien Bordenave au Palais Galliera que ça se passe.
Rick Owens pratique l'art total. Concrètement, pour cette exposition, il a créé des fauteuils originaux en fourrure de chameau recyclés destinés aux gardiens du musée de chaque pièce. Pièces qui ont un parfum à base de lotus, élaboré pour l'occasion par le couturier. Les jardins du Palais Galliera sont aussi revisités par le maître. Rick Owens surprend toujours dernièrement avec des vestes en cuir de poissons durables, notamment du loup de mer. Mais là où il ne laisse jamais personne indifférent, c'est pendant ses défilés. Alexandre Sanson, commissaire de l'exposition. Les silhouettes de Rick Owens et même les défilés ressemblent parfois à des processions religieuses. Il a une fascination pour le sacré. Il a grandi dans une école catholique, enfant en Californie, ce qui était très marginal. L'école catholique aux États-Unis, c'est 5% de l'éducation. Il voit des uniformes de nonnes qui l'impressionnent énormément et c'est cette majesté-là qu'il veut retranscrire dans chacune de ses créations. Il y a les créateurs par le dessin comme Dior et Saint-Laurent, par le stylisme comme Chanel. Rick Owens, lui, fait rimer couture et sculpture. Kim Kardashian en effrayant, son dernier lit en marbre, c'est du Rick Owens. Sébastien Bordenave pour Europe 1 et l'exposition Temple of Love est à retrouver jusqu'au 4 janvier prochain au Palais Galliera. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 7h41. Fin de la première journée de Ligue 1 hier avec Angers qui s'est imposé 1-0 contre le Paris FC qui faisait son grand retour dans la compétition après 46 ans d'absence. Victoire aussi d'Auxerre 1-0 à domicile contre Lorient. Même score pour Strasbourg qui prend le dessus sur Metz ou encore pour le PSG venu à bout d'un FC Nantes inoffensif. Côté tennis, l'Italienne Jasmine Paolini est venue à bout de la Russe Veronika Kudermetova. Elle se qualifie pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati et elle affrontera ce lundi la Polonaise Iga Świątek, 3e mondiale. Merci Margot Siffer. Jetons un œil au temps qu'il fait.